Ce week-end, elle est partie. Et moi, je me retrouve tout seul. Et vraiment, j'aime pas ça. Il faut que je trouve quelqu'un. Et vite. Ouais, bon. Et en même temps, j'ai pas tellement envie que l'autre me choisisse pour combler sa solitude. Ça serait vraiment trop nul. C'est un peu paradoxal tout ça, tu trouves pas? Est-ce que c'est si grave de te retrouver seul un week-end? C'est une bonne question. En cas d'amour, saison 5, Amour en construction. un podcast de Luciana et Jean-Baptiste. Buffet numéro 7, Amour et solitude. Épisode 1, solitude subie, solitude choisie. Dans ce premier épisode de ce buffet Amour et solitude, il sera question, chères auditrices, chers auditeurs, de parler de solitude subie et ou choisie. Quels sont les liens entre solitude, construction de la liberté et choix de partenaire? Toutes ces questions pour comprendre que le travail sur la relation amoureuse est aussi un travail sur la solitude. Bonne écoute. Petite introduction, petite mise en route, petite mise en jambe. Qu'est-ce que tu veux commencer par quelque chose? Peut-être par dire pourquoi, dans le cadre de ce podcast, on a souhaité traiter ce sujet qui pourrait ne pas sembler lié à la capacité à être en relation ou aux capacités nécessaires pour être bien en relation. Mais justement, si on a souhaité le traiter, c'est parce qu'on pense que la solitude est très liée à... La capacité à être seul est très liée à la liberté, au degré de liberté qu'on peut avoir, qu'on peut s'octroyer. Et tout ça nous semble important pour pouvoir être dans une relation d'une façon qui soit vraiment choisie. Et pas subie ou par codépendance ou par peur d'être seul. Combien de gens se mettent dans des associations bizarres avec d'autres personnes juste pour ne pas être seul. Donc ce que tu insinues, c'est que quand on est dans une solitude subie, on va avoir tendance à choisir une relation que l'on va subir aussi. Ah oui, je ne l'avais jamais vu comme ça, mais c'est très juste. Sous cet angle-là, effectivement, si on apprend à dompter sa propre solitude, on va rentrer après un peu plus dans les détails, mais si on apprend à dompter sa propre solitude, on aura plus de facilité à dompter sa propre entrée en relation. Complètement, c'est exactement ça. Et je pense qu'on n'est pas aidé pour entrer en lien avec sa propre solitude parce qu'on nous dit, on nous répète tout le temps, socialement, c'est dit et répété, que la solitude, c'est une mauvaise chose et c'est une catastrophe, c'est un drame et il faut l'éviter. Oui, la solitude dans notre société est considérée comme un fléau, comme un handicap, mais ceci dit, ce qui n'est pas faux pour une grosse partie de la population qui subissent la solitude et qui se retrouvent dans des situations de désocialisation du fait d'un phénomène de solitude. C'est bien cette solitude-là dont tu parles, ou est-ce que c'est la solitude ou l'isolement qu'elle... Ça, je pense que c'est plus du côté de l'isolement, Oui. D'une solitude non choisie permanente qui nous met en danger. Ça serait plus du côté de l'isolement. Mais par peur de l'isolement, on ne veut rien vivre de l'ordre de la solitude. Et quand on accepte de plonger dans une solitude, qu'on a, je pense à ma propre expérience, après la séparation avec le père de mes enfants, je me suis retrouvée souvent dans des moments de solitude non choisis. Et j'ai décidé de plonger dans cette solitude-là, de l'explorer, de ne pas vouloir la combler n'importe comment, à n'importe quel prix. Et je pense que quand on a l'honnêteté de plonger dans sa propre solitude et la curiosité de voir ce que ça donne, il y a des belles surprises quand même. Parce que je pense que ce que j'ai découvert, c'est que je peux être en ma propre compagnie au lieu de me sentir seule. Je peux être seule sans me sentir seule
parce que je suis en ma propre compagnie. Ouais, là, on distingue bien la différence entre l'isolement, qui peut être un fait réel. On se retrouve seul dans un espace où on est entouré de personnes. On peut avoir un sentiment de solitude, mais aussi on peut ne pas avoir de sentiment de solitude à ce moment-là. Et inversement, on peut être entouré par plein de gens et pourtant ressentir un grand sentiment de solitude. Oui. Ce qui fait que c'est des choses qui sont à la fois identiques et en même temps qui ont des nuances qui sont nécessaires à toucher du doigt. Tout à fait. Et le sentiment d'être seul quand on est entouré de personnes ou quand on est dans une relation, je pense que c'est la solitude la plus terrible. Je me souviens d'une amie à qui j'avais posé des questions parce qu'elle s'était séparée de son mari et que moi, je me posais la question, je songeais déjà à une séparation et je lui avais demandé si elle se sentait seule. Et elle m'avait dit qu'elle s'était sentie beaucoup plus seule en étant en couple parce que toutes les autres personnes supposaient qu'elle était accompagnée par son mari et comme ça se passait mal dans leur relation, elle était plus seule que seule. Oui. Et ça m'a beaucoup frappée, ça. Oui, parce qu'en fait, l'isolement se voit, mais la solitude ne se voit pas. Si on veut mettre ça dans un contexte social, parce que l'être humain est un être social, sociable, donc quand il est isolé, donc tout seul quelque part, un ermite, quelqu'un qui est perdu dans la forêt, il est isolé, mais il peut ne pas sentir ne pas ressentir la solitude. Ceci dit, effectivement, de la part de l'extérieur, l'isolement se voit, mais pas la solitude. Oui, elle donnait l'impression d'être une femme dans sa maison avec son mari et ses enfants, et puis elle vivait une grande solitude, et je pense que ce n'est pas la seule. Ok. Et donc l'apprentissage de la solitude tel que tu l'exprimais, notamment suite à la fin de ton mariage, ou à la fin de ta relation avec le père de tes enfants, ça allait de pair avec la quête de la liberté. Complètement. Complètement. Je pense qu'il y a un gain de liberté énorme quand on apprend à être seul. Et je pense que c'est ça qui m'a apporté et qui a fait que je me suis accrochée dans les moments difficiles parce que je voyais que ça venait de pair. Oui, tu avais une aspiration à la liberté et tu t'es dit... si je passe pas par l'apprentissage de la solitude, j'aspirerai. Je peux aspirer à tout ce que je veux, mais je ne serai jamais libre. Je ne serai jamais libre. Ouais, c'est assez fondamental, ça aussi, ce lien-là entre l'apprentissage de la faculté d'être avec soi-même, sans forcément des liens avec d'autres personnes, nous donne la possibilité de pouvoir compter sur soi à n'importe quel moment de la vie. Oui, et ne pas s'abandonner soi-même. Parce qu'on demande souvent aux autres de ne pas nous abandonner, mais nous, on s'abandonne des fois. On ne se donne pas la main pour aller chercher ce dont on a envie ou ce dont on a besoin. Et je pense que je ne me suis pas abandonnée. Oui. Je me suis donné la main moi-même pour aller chercher ma liberté. Parce qu'il y a aussi un aspect qui peut sembler... plus prosaïque, plus terre à terre, mais c'est que ça peut arriver qu'on ait envie d'aller voir un film X, aller voir un film X. Pardon, non, XY, lambda, on va dire lambda plutôt. Ou un film X, pourquoi pas, et que personne, mais c'était pas ça que je voulais dire, mais que personne ne veuille venir avec nous. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on va se priver d'un petit plaisir parce qu'un soir, on a envie de sushi et que personne ne veut venir avec nous? Ou est-ce qu'on va oser et apprendre, faire ces choses-là pour soi-même, par soi-même, avec soi-même, juste parce qu'on en a envie? Et cet aspect-là aussi, identifier les envies. Je ne sais pas comment c'est pour les autres personnes, mais moi... je ne peux pas très bien identifier mes envies quand je suis avec quelqu'un. J'ai besoin de moments avec moi-même pour savoir ce que je veux. Et je pense qu'il doit y avoir plein de gens qui fonctionnent comme ça.
pas d'autre. Mais pour des gens qui fonctionnent comme ça, c'est important de l'identifier, de savoir qu'on a besoin de solitude pour savoir ce qu'on veut. Donc, apprentissage de la solitude égale apprentissage de ses envies, égale mise en application de ses envies, égale apprentissage de la liberté, égale apprentissage du choix. Donc, égale aussi apprentissage du choix du partenaire avec qui on a envie de partager ces moments-là. Et égale des choses intéressantes à offrir à quelqu'un, parce qu'on n'est pas là à lui demander de venir combler nos manques, ne pas nous laisser seuls parce qu'on a peur dans le noir ou je ne sais pas quoi, mais plutôt d'avoir des choses à offrir. Oui. Et est-ce que on a parlé de liberté, quand on a grandi dans un milieu où il pouvait y avoir quelqu'un dans la famille qui exerçait un pouvoir, donc qui n'autorise pas la liberté, mais qui n'autorise pas non plus la solitude. On a donc le non-apprentissage. Et dans notre société, on n'apprend pas C'est un peu comme si, dans la société des humains, il y avait une volonté de ne pas acquérir la compétence de la solitude. Est-ce que c'est, d'après toi, une question éthologique qui est liée à la survie de l'espèce pour que justement que ça maintienne la cohésion dans la société? C'est-à-dire, est-ce que finalement, ne pas apprendre la solitude serait bénéfique pour la société des humains? Peut-être que ça l'était il y a des milliers d'années. Oui. Sûrement, mais peut-être qu'on n'a pas compris qu'on n'a plus besoin de ça non plus. Et dans les familles, je pense qu'il y a beaucoup de manipulation émotionnelle et que s'il y a un adulte, père ou mère, ou même des grands-parents qui ne savent pas être seuls, ils ne vont pas apprendre aux enfants, ils ne vont pas leur donner la liberté d'être seuls eux-mêmes. Ils vont s'accrocher à eux et ce n'est pas comme ça qu'on apprend la liberté. Je pense que nous deux, on a été dans des familles où on nous a laissés très très libres et on nous a laissés être seuls. Et ça n'a pas angoissé les adultes ou ça ne les a pas inquiétés. Ils ne se sont pas sentis trahis, ni par notre solitude, ni par notre liberté. Je pense que pour toi, c'était pareil, des échanges qu'on a pu avoir. Oui, tout à fait. Tu connais mes parents, donc tu les as rencontrés et tu as vu à quel point ils sont respectueux de ma liberté et des choix que je fais, peu importe si ça rentre dans leur cadre de pensée ou pas, et s'ils le comprennent. Et ça se justifie, pas ça justifie, mais ça se comprend aujourd'hui dans mes choix. La façon dont ils m'ont éduqué se comprend aujourd'hui dans mes choix, et je regarde mon histoire familiale avec la mère de mes enfants, la façon dont j'ai passé toute cette période, 20, 30, 40, et maintenant ma 50e année, comment je les ai passés avec effectivement aussi parfois un sentiment d'isolement dans ma famille, en tout cas dans l'obligation de répondre à un modèle familial un peu stéréotypé qui ne correspondait pas à ce que j'étais, qui était assez limitatif. Et moi j'ai un côté libertaire qui existe en moi, et qui pouvait pas s'exprimer dans ce cadre-là. Tu te sentais isolé parce que tu ne te sentais pas en droit d'exercer ta solitude, ça devenait menaçant ou incompris? Disons que je pouvais même avoir la sensation d'être dans une forme de trahison vis-à-vis d'une cellule familiale qu'il fallait garder cohérente. Et si j'exprimais trop ma liberté et je quittais ce modèle-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai aussi ce regard un peu critique sur le système familial tel qu'il est transmis,
Et en même temps, j'ai ce regard critique aussi sur le modèle amoureux romantique qui enferme dans des stéréotypes relationnels qui ont beaucoup de points positifs, mais qui, selon moi et selon ma construction personnelle, me limitent dans l'aspect créatif dans la vie d'aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de créer la vie, créer chaque instant qui passe. J'ai envie d'être présent, que ce soit seul ou que ce soit accompagné, donc que ce soit dans la solitude ou pas, quoi. Je pense que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un potentiel pathologique dans la famille, comme il y a un potentiel pathologique dans le couple. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours comme ça, mais que ça peut être comme ça et que souvent c'est comme ça. Mais que ça peut être autrement. Oui, je pense qu'il y a un potentiel pathologique dans tout, même y compris dans l'excès de liberté, si on va dans ce sens-là. Oui, oui. Mais qu'on essaye de construire, qu'on a l'impression d'avoir été dans des familles où le potentiel pathologique était contrôlé ou pas présent, et qu'on essaye de construire des relations dans lesquelles ce soit pareil, que ce potentiel pathologique ne s'exprime pas en toute liberté, pour une fois. Donc en fait, en étant plus à l'écoute, si j'essaie de trouver une formulation qui me convient, si je suis à l'écoute de moi, de mes envies, de qui je suis, si je veux m'aligner sur moi-même et être dans une forme de cohérence, mais aussi de paix intérieure, évidemment, puisque c'est souvent la problématique qu'il y a quand on n'est pas en paix avec soi-même, c'est de commencer à faire naître des pathologies à l'intérieur de soi-même, liées à des déséquilibres psychiques ou autres. On n'est pas en accord avec nous-mêmes, on est décalé, il peut y avoir des problèmes physiques, des problèmes de santé qui peuvent apparaître. Si on est à l'écoute de soi-même et si on va creuser du côté de la solitude. Donc on veut chercher qu'est-ce que la solitude construit chez nous. Comme émotion, comme sentiment, donc on peut en avoir peur déjà, ça fait un peu flipper, la solitude c'est un peu comme le noir dans la nuit, donc il y a quelque chose de l'ordre du vide, de la peur du vide en tout cas qui peut naître, et l'envie tout de suite de construire quelque chose, téléphoner à quelqu'un, le remplir avec quelque chose effectivement, alors qu'on est en mesure, si on comprend bien qu'on est dans cette étape-là de son cheminement, en mesure de pouvoir construire une réponse ou une ressource qui viendrait par nous-mêmes répondre à cette peur, on décale le risque pathologique de la relation ailleurs. On l'éloigne en fait. Oui. On l'éloigne, ça veut dire que si je suis dans une relation avec quelqu'un qui m'emmène là aussi, parce que ça crée aussi une vigilance vis-à-vis de la relation que l'autre me propose. Bien parce sûr. Que la question de savoir, c'est moi comment je construis ma relation, mais comment l'autre me propose une relation et comment moi je suis en mesure de pouvoir entendre ce que l'autre me propose. Si j'ai cette liberté et cette capacité aux ressources, je n'ai plus peur de me confronter à la relation que me propose l'autre, et j'ai surtout toute la capacité à identifier ce qui m'emmène vers des comportements ou des situations pathologiques, de ce qui m'amène vers plutôt plus de paix, de joie et d'amour. Oui. Ce premier épisode du buffet Amour et solitude est désormais terminé. Nous vous remercions de votre patiente écoute. Le prochain épisode nous poussera encore vers plus de compréhension des enjeux de la solitude dans les relations. Parce qu'être seul, c'est d'abord être avec soi-même. Merci de nous avoir écoutés.
Et pour que ce podcast continue, rendez-vous sur notre page web encadamour.com où une cagnotte est prête à accueillir vos contributions. Celle-ci finance les dépenses de ce podcast entièrement bénévole. Vous voulez un accompagnement plus personnalisé ou nous faire part de vos réflexions et commentaires? Écrivez-nous à contact@encadamour.com. À bientôt.